Je suis quelqu'un d'humain. Tu me demandes un meuble, je vais me mettre à la recherche, mais je peux pas te garantir que dans les 7 jours tu l'auras, quoi. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a quand même encore un peu d'éducation à avoir là-dessus. Bienvenue dans Oberkaï, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. C'est parti. Dans cet épisode, on plonge dans l'univers de la brocante responsable avec Elric Baccolini. Bonjour Elric. Bonjour. Alors, tu es le créateur de Brocante Plan B, une entreprise avec une mission claire, redonner vie aux anciens meubles destinés à l'abandon. Pour cela, tu les modernises et les remets dans le circuit, contribuant ainsi à l'économie circulaire. Ton histoire, elle est aussi inspirante, Elric, parce que seul tu as démarré Brocante Plan B il y a environ 3 ans, si je me trompe pas, en commençant à restaurer des meubles pour ta propre maison, puis pour tes amis, et finalement pour une communauté grandissante. Tu as réussi à conjuguer ta passion pour la restauration de meubles et ton désir de passer du temps auprès de tes enfants. Je pense Exactement. que j'ai tout bon jusqu'ici. Très Alors, bien. si t'es curieux d'en savoir plus, auditeur, sur le sujet de l'économie circulaire, de la brocante responsable et de l'art de redonner vie aux objets oubliés, t'es vraiment au bon endroit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que j'ai bien présenté j'ai tout bien présenté? Je crois que c'est parfait. Après, effectivement, on développera tous les deux plus tard, mais c'est parfait. Ok, trop bien. Eh ben écoute, je vais te laisser la parole parce que c'est ton moment, c'est le moment du jeu brise-glace où tu dois essayer de m'avoir sur 2 affirmations, une vraie, une fausse. À toi d'essayer de me piéger. Ok. Alors, est-ce que tu penses que le chêne est plus lourd que le sapin? Est-ce que tu veux bien me donner les deux? Comme ça, je peux... Okay. Ou est-ce que... Et la deuxième, est-ce que tu penses que le marché du meuble d'occasion représente aujourd'hui plus ou moins de 30% du marché du neuf? Bon, j'aimais bien en fait le côté poids avec les sapins, alors je vais partir là-dessus. Je vais dire que le chêne est plus lourd que le sapin, donc ça c'est la vraie. Et du coup, pour le chiffre, ça c'est faux. Ok. C'est bon? T'as gagné. Yes. T'as gagné. T'es trop balèze. Effectivement, le chêne est plus lourd que le sapin. C'est tout simplement l'essence du bois qui fait que le sapin, c'est un bois mou, ce qu'on appelle, et le chêne, c'est un bois dur. Donc, par rapport à ça, le sapin est moins lourd que le chêne. C'est pas pour ça que c'est de la moins bonne qualité ou quoi, mais c'est moins lourd. Par contre, effectivement, le chiffre, il était faux. Ça gagne du terrain. Aujourd'hui, le marché du meuble d'occasion, c'est un marché qui représente à peu près 1,5 million d'euros, je crois, ou 1,5 milliard d'euros à l'année. Il faudrait que je revérifie. 1 milliard, je crois. Et par contre, ça représente que 10% du marché du neuf. Voilà. Ok, chiffre qu'il faudrait augmenter. Ouais, il y a une grosse progression quand même. Faut pas. Effectivement, c'est 1,3 milliard d'euros. Je viens de vérifier, et on augmente en fait chaque année. Mais comme tu dis, faudrait essayer d'augmenter. Alors non pas pour mon cas personnel, parce que effectivement, moi, plus ça augmente, plus je suis content parce que j'arrive à être autonome dans mon activité. Mais c'est surtout parce qu'on se rend compte que 90% de mobilier neuf, c'est aussi 90% de choses qui, à mon avis, auraient pu être trouvées sur un marché secondaire. Et en fait, alors peut-être pas tout ce qui est sur mesure, mais je veux dire aujourd'hui, une armoire, enfin des choses très basiques. Je pense qu'on a déjà tout produit, on a tout en seconde main. Et effectivement, ça serait bien que ce chiffre il augmente un petit peu pour le côté, on va dire, éco-responsable de notre société. Complètement. Voilà. Et ben je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. On va expliquer un petit peu tout l'univers autour de la brocante responsable. Justement, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer en quoi ça consiste la brocante responsable et en quoi ça se différencie un peu des marchés traditionnels de l'ameublement? C'est quoi un peu ce qu'on appelle la brocante responsable? Alors aujourd'hui, la brocante responsable, c'est une brocante. Déjà, c'est un nom qui est un peu
un peu étrange parce que finalement la brocante de toute façon c'est responsable depuis le début parce que en brocante on vend quasiment rien de neuf. Alors après au fur et à mesure des années avec les vides-greniers, les choses comme ça, là on trouve de moins en moins d'objets on va dire de seconde main. On trouve beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures, beaucoup de choses comme ça. Mais nous dans le mobilier on fait du mobilier qui par essence est responsable parce qu'en fait c'est quelque chose qui a déjà été construit alors à plus ou moins enfin je veux dire grande échelle aussi faut pas se mentir mais c'est surtout du mobilier qui date et qui traverse les époques, c'est-à-dire que c'est très rare de voir du mobilier des grandes enseignes dans des brocantes, par exemple. Par contre, on peut très bien trouver un banc du 15e siècle ou un fauteuil de il y a des centaines d'années, ou même encore mieux, du mobilier de l'art populaire très 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 ancien. Mais voilà, aujourd'hui, la brocante par elle-même, elle est responsable, mais c'est vrai qu'il y a quand même un vent de dépoussiérisation, on va dire, si ça peut exister, de la brocante où en fait ouais voilà, je pense qu'au niveau du cliché pour la plupart des gens la brocante était dirigée par un homme ancien qui avait des vieux tableaux et qui sentait la poussière, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui s'est attaquée au sujet. Moi, j'ai l'image de Louis la brocante, je suis désolée de l'émission. Voilà, c'est ça, voilà. Donc non, mais il y a pas de souci. Mais du coup, voilà, donc on change un petit peu du mode Louis la brocante. Et c'est vrai qu'avec les réseaux, avec ce phénomène un peu d'utilisation de l'image, on arrive aussi à se dire que la brocante, ça devient aussi quelque chose du quotidien, ça devient moderne. Et là où il y a quelques temps, tu disais je suis brocanteur, les gens ils te regardent avec des grands yeux en se disant ah ouais, il doit être dans son atelier, vendre un truc tous les 6 mois. Aujourd'hui avec Instagram, on se rend compte que ça a quand même un petit peu le vent en poupe, que voilà, c'est un nouveau phénomène qui essaye de perdurer. Alors comme tout le monde pensait que c'était une mode, mais finalement j'ai l'impression que ça reste quand même un phénomène qui va s'installer dans la longueur. En tout cas, c'est ce que j'espère. Oui, et puis il y a aussi ce côté un peu plus changement de mœurs où on se dit bon, c'est quand même peut-être plus pertinent de réemployer ou de réutiliser des meubles. Enfin, il y a quand même une évolution et c'est tant mieux, quoi. Clairement. Après, il y a une évolution dont on a envie de croire. Après, dans le quotidien, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect facilité, où en fait, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un meuble de seconde main qui va aller dans ton intérieur, qui va aller dans tes goûts, qui va aller aussi dans les dimensions que tu recherches. C'est plus compliqué. Et en fait, du coup, il faut avoir une patience un peu plus importante. Par contre, vu qu'on est dans une société du tout de suite, de l'ultra-consommation et surtout de l'instantané, tu vois bien, aujourd'hui tout devient instantané. Et ben c'est vrai que on a du mal parfois à faire comprendre aux gens que non, je ne suis pas Maison du Monde, Ikea, Conforama, qui tu veux, tout ce qui produit en masse. Je suis quelqu'un d'humain. Tu me demandes un meuble, je vais me mettre à la recherche, mais je peux pas te garantir que dans les 7 jours tu l'auras, quoi. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a quand même encore un peu d'éducation à avoir là-dessus. Mais effectivement, la recherche de meubles de seconde main, de mobilier, de décoration, de céramique, enfin, de tableaux, d'art, de tout. En fait, on se rend compte que il y a vraiment une utilisation de la seconde main qui va dans le bon sens. Par contre, effectivement, il y a aussi une réalité, c'est que la seconde main va te demander d'attendre un petit peu du temps, et ça je pense qu'on est tellement matrixé par une société où il faut que tout aille vite, que tout soit beau et que on galère pas trop à l'obtenir, que du coup aujourd'hui cette évolution de société montre que c'est peut-être une des limites de la brocante. Ouais, les suivis des tendances, il faut vite changer, des choses comme ça. C'est ça, voilà. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être donner un peu les grands avantages de la brocante et un peu les inconvénients? Alors, les inconvénients, on peut déjà citer un peu, entre guillemets, c'est le temps, il faut être capable d'attendre. Mais est-ce que tu vois d'autres choses? En inconvénient,
J'en vois pas beaucoup. Après, c'est pas pour défendre ma paroisse, mais j'en vois pas beaucoup. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la brocante, c'est quand même quelque chose d'ultra raisonné. Il y a pas une surproduction. Tu vois, nous-mêmes, pour acheter de la marchandise, c'est très compliqué. Tout le monde pense qu'on claque des doigts et hop, on a 5, 6 meubles, 7 meubles, 10 meubles par semaine, mais c'est pas vrai du tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des dizaines et des dizaines d'heures de boulot pour arriver à ça. Donc, en inconvénient, sincèrement, j'en vois pas Ouais, énormément, si ce ce n'est serait plus qu'il le y a temps. pas, il y a pas un pouvoir, tu vois, d'adaptabilité de malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans un grand magasin, tu veux un buffet, on va te le proposer en blanc, en bleu, en rouge, en vert, voilà. Moi, je vais trouver un buffet, par exemple, pour reprendre le même type de meuble, et je vais te le proposer soit dans sa patine d'origine, parce que c'est quelque chose qui, nous, en tant que brocanteur, nous touche, soit dans un bois brut. Après, libre à toi de l'adapter si tu veux. Mais, ou alors moi-même, je peux te l'adapter, ou je peux le faire adapter par des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et auquel cas, c'est vraiment un meuble qui arrivera chez toi, qui sera à ton image. Donc, tu vois, même d'un inconvénient, on peut le transformer en avantage. Ouais. Après, les avantages de la brocante, bah, clairement, je pense que c'est le fait d'utiliser un maximum de seconde main, le fait d'être éco-responsable, c'est le fait d'avoir aussi, pour moi, le plus gros des avantages, c'est d'avoir une pièce unique. C'est quelque chose qui va donner du caractère dans ta décoration. C'est quelque chose que tu vas pas avoir chez tes copines quand tu vas boire un coup le soir, ou chez des amis ou des collègues de boulot de ton mari ou de ta femme. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui est unique et qui rend ton intérieur Propre à toi, ouais. avec Mm. du, ouais, propre à toi et avec du caractère surtout. Tu vois, il y a Mm. rien de lisse. Faut pas s'attendre à avoir un meuble en brocante qui est laqué, qui est super beau, qui est lisse. Tu peux l'avoir sur des années 70, 80. Et ça, il y a pas de souci. C'est des tendances, c'est des courants. Mais aujourd'hui, en tout cas dans le mobilier que moi je propose, je préfère garder une patine d'origine pour pouvoir transmettre l'émotion du meuble et surtout le fait il a Mm. traversé le temps ce meuble. Donc moi, tu vois, dans 60 ans, je serais hyper patiné, par exemple, tu vois. Ouais, non, mais ouais, je comprends, Voilà, ça vit. voilà. J'aimerais bien qu'on y aille aussi étape par étape, par exemple, pour des personnes qui veulent se séparer de manière responsable de meubles, Mhm, qui n'en ont plus besoin ou qui ça convient plus, mhm, enfin qui ne souhaitent plus, ou même parfois, ils n'ont plus l'utilisation. C'est quoi mhm. un peu les possibilités pour eux de s'en séparer? Est-ce que t'as des astuces là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, tu veux te séparer d'un meuble, mais tu veux avoir une retombée financière, on va dire. Tu veux pas non plus le donner ou quoi dans un premier temps. Je pense que naturellement, tout le monde connaît le Bon Coin. Ouais. Ça reste pour moi une plateforme incontournable pour les particuliers. Voilà, c'est tu fais du particulier à particulier, c'est très bien. Faut pas se leurrer, il y a énormément de professionnels qui sont sur le Bon Coin, énormément de pros qui vont acheter, mais aussi qui Mm. vont vendre sur le Bon Coin. C'est aussi une plateforme qui te permet d'avoir une visibilité parce que je pense qu'aujourd'hui elle est presque tombée dans les mœurs, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. tout le monde connaît le Bon Coin. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Après, si tu as un meuble, on va dire de caractère, un meuble qui est quand même ancien, un meuble que tu as hérité, enfin j'en sais rien, pas un meuble de grande fabrication, on va dire. À ce moment-là, tu as des plateformes de vente de seconde main. Par exemple, tu peux avoir, je sais pas, Celency, pas Mono, enfin tu vois des sites comme ça où en fait là on arrive à avoir du mobilier, alors soit du mobilier de ferme, du mobilier traditionnel, soit directement du mobilier en fait de designer. Et là, à ce moment-là, on peut avoir des belles surprises aussi. Hein. Des fois, tu sais, moi, j'ai eu des clients qui m'ont dit, bah, ah, j'ai un buffet, mais ça vaut rien, machin. Je vous le vends. J'ai dit OK, ils m'ont envoyé la photo. Il s'avère que c'est un meuble maison Regain qui vaut des milliers d'euros. Donc au final, Ouais. soit t'es honnête et t'es dans une pratique de ton métier qui est transparente et honnête. À ce moment-là, tu rachètes à un prix très correct. Soit tu alimentes, tu sais, le phénomène brocanteur-voleur où les mecs ils essayent tous de faire le super coup de leur vie et Mm. du coup ben tu fais une petite proposition en misant sur l'ignorance des gens. Moi aujourd'hui j'ai une communauté qui est grandissante. J'ai des gens avec qui je m'entends hyper bien. Bien entendu, sur les milliers de gens qui me suivent, je peux pas tous les connaître hyper bien. Mais en tout cas, j'ai une communauté qui est assez proche de moi, qui réagit bien, qui interagit bien.
Donc mon intérêt c'est plus de fidéliser ces gens-là et de leur dire on y va ensemble, on avance, et plutôt que de faire des coups, tu vois, des one shot un peu étranges là. Ça Donc retombe toujours dessus. Moi je préfère la fidélisation que le one shot. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, si tu dois vendre ton meuble, t'as des plateformes, je te dis, Selency, Mono et tout. Et surtout, si vraiment t'as un doute, tu peux très bien te rapprocher, par exemple, d'un commissaire-priseur autour de chez toi. C'est quand même leur métier. Faut pas oublier, un commissaire-priseur, il est pas là pour taper avec son marteau et être jugé des objets. C'est une partie de son métier, mais la vraie partie de son métier, c'est la recherche de l'objet, l'identification, tu vois, d'une signature d'un tableau que tu pourrais avoir dans ton grenier, que ton arrière-grand-mère avait donné à ta grand-mère, et j'en passe. Tu peux avoir des très belles surprises, hein. Les trésors de grange et de grenier, c'est pas que dans les livres, hein. Nous, on le vit tous les jours, et voilà. Donc après, très clairement, si tu veux te séparer d'un meuble contemporain, c'est un truc qui a pas forcément d'âme, on va dire basique. À ce moment-là, t'as des marketplaces tout simplement, hein, des trucs, tu sais, où tu peux mettre une photo, l'envoyer et tout. Voilà. Après, c'est comme tout. Moi, je me raisonne toujours en disant, tu vois, quand par exemple je fais un débarras d'une maison sur une succession, quelqu'un est décédé, on nous appelle, on nous dit voilà, écoute, là il faut vider la maison. Bon, oui, toi t'arrives, aussi ce genre de solution. Clairement, moi je le fais, il y a pas de souci. Nous aujourd'hui, on a 3 axes en fait. L'axe de la déchetterie, quand vraiment c'est vraiment le plus du tout réutilisable, que c'est compliqué, etc. Et puis parce qu'il y a tout simplement des objets qu'on te reprendra pas dans le marché de la seconde main. Par exemple, des matelas, des choses comme ça, on te les reprend pas. Donc ça, naturellement, tu es obligé de l'évacuer et de le recycler par la déchetterie. Donc voilà. Et après, tu as des meubles. Alors là, les meubles, on en revient à ta question. Si par exemple, j'ai du mobilier moderne, vraiment très moderne, et que j'ai pas forcément le temps de le trier, de faire tout ça, je passe par des structures comme Emmaüs, des recycleries. Tu vois, à côté de chez moi, j'ai des recycleries. Je leur amène 1 ou 2 camions par semaine de mobilier. Et ils sont super contents. Moi, je demande rien. Je demande surtout pas d'argent, rien. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'embrayer. C'est toi, finalement, là, le moteur de la seconde main. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu pourrais très bien, ne pas te casser la tête, tout jeter. Tu casses tout, tu mets en planche, tu vas à la déchetterie. Mais là, t'es à contresens de ton métier. Oui, voilà. Et là, en étant responsable, tu enclenches le processus et donc tu donnes ce mobilier. Donc tu as des associations autour de chez toi, c'est obligé. Emmaüs, les recycleries, les ressourceries. Et tu as aussi les possibilités sur Internet. Par exemple, si tu es encore un peu patient, tu peux prendre des applications comme Give. Et tu poses ton meuble et tu le donnes à quelqu'un autour de chez toi qui serait intéressé. Voilà. T'as même parfois aussi des groupes WhatsApp, j'ai déjà vu ça, enfin des groupes un peu de ville, ou même Facebook ou quoi que ce soit, où tu peux donner aussi, ça existe aussi. C'est ça. Ouais, clairement, sur Facebook, t'as des groupes, je donne à, avec le nom de ta ville, tu poses ton meuble, et sincèrement, aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui en a besoin. Voilà, toujours. Voilà, donc après, c'est comme tout. Tu te dis, est-ce que vraiment le gars en face de toi, il en a besoin, ou est-ce qu'il va le prendre pour le revendre? Finalement, toi, la seule chose, c'est que toi, t'es dans ta démarche à toi. Tu vois, personnellement, t'as pas besoin d'aller chercher ce qu'il va en faire, etc. Toi, tu sais que naturellement, tu n'en avais plus besoin, tu l'as donné à quelqu'un, et cet échange-là, il est hyper important. Voilà. Après, le reste, ça t'appartient plus. Il faut être aligné avec ce que toi tu recherches. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui quand je donne des choses, ou quand je fais un voyage sur une association ou un truc comme ça pour mes meubles. J'ai aucun souci. Je laisse le camion sans même me retourner, en sachant que ça va être bien utilisé. Voilà. Donc, comme tu dis, soit c'est du don, soit c'est de la revente par des marketplaces, soit parfois ça peut être avec des commissaires-priseurs. Si on sent qu'il y a quelque chose qui peut y avoir un peu de valeur, on peut aussi. Et après, t'as aussi l'opportunité, si vraiment t'as du volume, je te dis pas de le mettre comme ça. Moi, par exemple, j'habite en campagne. Je sais que ça se fait beaucoup en campagne, mais je crois qu'en ville, ça se fait aussi. Tu as la possibilité de soit le descendre en bas de chez toi avec un petit papier « Servez-vous ». Là, je veux dire, tu constates très vite que ça intéresse quelqu'un d'autre. Et sinon, tu as aussi la possibilité de faire un vide-grenier, tout simplement.
Si demain t'as un week-end où t'es un peu tranquille, alors bien sûr, si c'est un énorme buffet et tout, ça te demande une Une manute et puis tu logistique. sais une organisation qui a une logistique qui est quand même plus importante. Mais si tu es dans un petit meuble, quelque chose comme ça, ou si tu vois que t'as vraiment beaucoup d'objets, c'est possible de faire un vide-grenier en bas de chez toi et de proposer ça à un prix dérisoire et tu sais que tu le remonteras jamais chez toi. Oui, complètement. Complètement. Voilà. Ok, trop intéressant. J'aimerais bien qu'on regarde aussi sur le côté qu'est-ce qui distingue aussi un meuble durable et qualitatif lorsqu'on veut chiner, lorsqu'on Mmh. on veut trouver quelque chose aussi pour nous et Mmh. d'un meuble un peu plus d'occasion ou on n'est pas sûr de la qualité. C'est quoi un peu les critères pour bien chiner, pour bien comprendre la qualité du produit? Ouais, les critères, ils sont finalement assez vastes parce que ça va dépendre de la matière. Tu vois, dans notre métier, je pense qu'une des bases à connaître, c'est la matière. Par exemple, si tu prends le bois, moi je travaille beaucoup le bois, c'est quelque chose que j'aime. Mhm. Si tu prends, par exemple, tu sais, un contreplaqué ou un mélaminé, c'est comme ces meubles que tu dois monter toi-même, etc. Ça, tu sais que c'est du one shot. C'est-à-dire que tu vas le monter chez toi et après, c'est vraiment pas garanti que si demain tu déménages, il supporte ton déménagement. Donc, Mhm. déjà là, tu te dis, c'est quand même un peu complexe. Regarde le mobilier de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents. Alors, ok, ils déménageaient moins que nous. Ok, tu sais, des Mhm. contre-poids de cette phrase, je peux t'en sortir plein. Bien entendu que aujourd'hui, le mobilier, il bougeait moins que maintenant. Mais quoi qu'il arrive, même s'ils avaient déménagé autant que maintenant, le mobilier aurait pas bougé. Donc, l'essence du bois, c'est hyper important. Comme je te disais tout à l'heure, chêne ou sapin, noyer, ça dépend de tes goûts en fait, parce que le rendu final ne sera pas identique. Voilà. Ouais, bien sûr. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ce bois-là va durer dans un temps, mais je veux dire, c'est même nous, on sera plus sur cette terre, le meuble, il sera encore là. Il y a aucun problème. C'est sûr que c'est un bois qui va te demander peut-être plus d'entretien, qui va te demander, et encore, franchement, là encore, on peut Ça dépend. déterminer ensemble plein de paramètres qui vont faire que non, ça va pas te demander plus d'entretien. Mais bon, voilà, l'essence du bois, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Si par exemple tu veux un meuble en métal, admettons que tu sois fan de décoration industrielle, tu veux un meuble en métal, je pense que la principale chose à remarquer, c'est l'état de rouille. C'est est-ce que le Mm. meuble il est perforé? Tu vois, il peut être rouillé, magnifique, mais pas perforé. S'il n'est pas perforé, c'est merveilleux. Parce que finalement, tu as une patine du temps. Pareil sur le métal. Moi, je suis pas du tout fan du métal, mais j'ai des amis qui sont mordus de déco industrielle. Et à ce moment-là, effectivement, on est capable d'analyser la qualité du métal par la perforation, par la rouille. Une fois de plus, c'est pas parce que ton meuble est rouillé qu'il va pourrir. Ton meuble il est rouillé, il suffira juste que tu passes un petit peu tu vois, du Rustol, tu sais, de l'anti-rouille, et la rouille, Mhm. elle s'arrête en fait. Donc au final, tu peux garder une super patine sur un meuble en métal. Après, qu'est-ce qui va différencier le meuble durable? Je pense que c'est vraiment la structure, tu le vois tout de suite. Le poids, la structure, enfin, c'est tellement, ouais, ça a même pas de comparaison. Tu peux même pas comparer un meuble, même si toutes les grandes enseignes s'efforcent à faire du faux vieux. Tu vois, ils font du faux vieux, ils essaient de faire croire que c'est du vieux, mais la Mm. base, ça restera toujours un meuble qui traversera pas le temps. C'est un meuble industriel, c'est des meubles qui ont aussi une empreinte écologique qui est ignoble. Et d'ailleurs, tu le vois bien, il y a plein de grandes sociétés qui arrêtent maintenant de faire ce genre de choses parce que d'une, techniquement, c'est très compliqué pour eux d'imiter du vieux, et puis surtout écologiquement et au niveau des coûts. Parce que tu sais, une grande boîte, elle Oui. réfléchit aussi avec un coût de production, etc. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, eux, ils sont dans une logique qui est implacable. Il faut que le meuble il coûte rien et qu'il se revende fort. Donc Mm. la différenciation des meubles, je pense qu'elle se fait vraiment là. C'est-à-dire que à l'aspect peut-être visuel, tu le vois pas, mais touche ton meuble, essaye de comprendre, et on en revient toujours à la première phrase que je t'ai dit, patiente, étudie le truc, et au final, t'as un vrai résultat. Et justement, là, donc on parle, on a trouvé un meuble. Je prends le cas, quelqu'un a trouvé un meuble. Il sent qu'il y a quelque chose à faire avec ce meuble, Mhm, mais il a des petits défauts parce que il a vécu dans le temps justement, et il est mhm. peut-être la peinture est un peu écaillée. Enfin bref, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que tu as des astuces de restauration ou peut-être prendre un cas concret que toi tu as vécu
Comment ça se passe en fait et quelles sont mes possibilités aussi pour le restaurer? Je peux le faire moi-même, je peux le faire. Comment ça se passe? Alors, première chose, tu vois, tu me dis la peinture, elle est un peu écaillée. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la peinture, elle est un peu écaillée, mais ça dénature complètement ton meuble, ou est-ce que c'est un meuble que tu peux réutiliser avec une peinture écaillée? Nous, en tant que brocanteur, la patine, c'est ça en fait. C'est aujourd'hui, est-ce que le meuble, la peinture est écaillée par le temps et ça lui donne un charme incroyable? Moi, dans ma boutique, j'ai souvent des meubles qui sont avec une peinture écaillée, et il y a souvent c'est assez drôle parce que tu as un couple qui arrive et le mari dit ah bah tiens il faudra le poncer et le repeindre, et la dame dit oh là là non surtout pas, on va lui laisser sa patine ou vice versa hein, parce que il y a vraiment des fois l'inverse. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être assimilé, c'est-à-dire est-ce que tu veux un meuble lisse, c'est-à-dire très propre, etc., ou est-ce que tu veux un meuble qui est avec les traces du temps? Est-ce que ça lui donne du charme? Une fois que tu as déterminé ça, admettons que tu te dises non, moi je veux qu'il soit peint, je veux qu'il soit nickel. Là aujourd'hui, il te reste plus que deux solutions, soit le restaurer toi-même, soit le faire restaurer. Pour le restaurer toi-même, la plupart du temps, les gens ils se disent oh là là, ça va être incroyablement dur, etc. On en revient toujours à ce dont je te parle depuis tout à l'heure, la patience. Finalement, ça va pas être plus dur que autre chose. Par contre, ça va te prendre du temps. Ça, c'est vrai que ça prend du temps. Tu claques pas des doigts et ton meuble il est repeint. Il y a des techniques de peinture, tu as des techniques aussi de bricolage qui font qu'aujourd'hui tu dois pouvoir savoir faire ça de manière autonome. Avec YouTube, tu as des gars, ils ont aucune notion dans le bâtiment et regarde le nombre de comptes Instagram sur je rénove ma grange, je rénove, c'est un truc incroyable. Et moi, il y en a que je me dis mais c'est fou de se lancer avec un tractopelle dans une grange et se dire que tu vas en faire ta maison, c'est incroyable. Donc le meuble, en fait, c'est la même chose. Tu mets ton meuble sur ta terrasse, dans ton jardin, si t'as pas de terrasse et de jardin, dans une chambre, j'en sais rien, dans ton salon, où tu veux. Tu protèges bien autour, et après je pense qu'aujourd'hui tu peux te cultiver facilement pour pouvoir savoir faire. Après bien entendu, tu as des gens qui vont pas oser, qui vont avoir une appréhension, voire même qui se disent non, moi j'ai deux mains gauches et je suis droitier donc je vais pas pouvoir le faire. Donc ça marche pas. Donc par rapport à ça, tu peux passer par soit un brocanteur, soit par des gens qui font du relooking de meubles. Tu vois, t'as des personnes qui sont ultra douées, hein, qui savent tout faire, qui ont des techniques, qui ont un savoir-faire, qui ont emmagasiné un savoir-faire qui est incroyable. Et à ce moment-là, eux, leur boulot, c'est vraiment de s'adapter à ta demande et de rendre le travail facile. Mais une fois de plus, si tu veux le faire toi-même, tu peux le tenter. Ouais, tu peux le tenter, tout en sachant qu'il va te falloir du matériel, il va te falloir de la place, il va te falloir du temps, et que souvent, tu vois, on s'imagine la peinture elle est écaillée, je reprends ton exemple, c'est pas grave, je vais repeindre par-dessus. Et puis tu te rends compte que si elle s'est écaillée à un endroit, elle va se réécailler encore une fois. Et du coup, si tu veux, c'est toujours un truc où on a des retours. Moi, tu sais, sur Instagram, j'ai sans te mentir, genre 50 ou 60 messages par semaine où les gens me disent je comprends pas, j'ai poncé et j'ai pas le même rendu que vous avez sur votre meuble. Ou alors je comprends pas, j'ai repeint et ma peinture elle tient pas. Et en fait alors je te cache pas que je réponds parfois quand la manière de demander elle est vraiment cool. Je réponds pas toujours, c'est vrai, c'est peut-être un défaut aussi de ma part, mais je me dis toujours que quelque part c'est mon travail. Et que, tu vois, mon travail, je veux bien distiller des renseignements, mais que quand même, mon travail, il a une valeur, tu vois. Et cette valeur-là, c'est vrai que c'est un peu complexe de répondre à tout le monde. Et puis, sincèrement aussi, j'ai pas forcément tout le temps. Mais quand c'est bien amené et que je trouve que la démarche, elle est sincère, je me dis, ok, je vais expliquer. Et souvent, quand tu t'aperçois que tu discutes avec quelqu'un qui, par exemple, n'a pas poncé son meuble avant de le peindre, naturellement tu lui dis si votre peinture en dessous elle est pas bonne, elle a écaillé, tu vois, c'est un truc qui est peut-être c'était une peinture qui était bas de gamme, ou peut-être que c'était juste un meuble qui accroche pas. Naturellement il faut une primaire d'accroche, il faut, tu vois, et techniquement on peut apporter des solutions, ça y a pas de souci. Mais je pense que comme tout, une fois que tu veux te lancer là-dedans, c'est pas de te dire tiens j'ai trouvé un meuble vendredi, il pleut ce week-end, je vais m'occuper. Tu vois, là, c'est trop rapide. Par contre, tu peux te dire, j'ai trouvé un meuble ce week-end,
je vais commencer à me cultiver sur comment le refaire. Et une fois que vraiment tu as acquis Les du informations. savoir, bah Ouais. là à ce moment-là, tu peux te lancer. Et la plupart du temps, les gens quand ils font cette démarche-là dans ce sens, ils se rendent compte que c'est pas compliqué. Je peux pas te dire que c'est un jeu d'enfant, que c'est hyper simple, etc. Mais par contre, c'est Mm. pas forcément Et compliqué. ça fonctionne. Voilà. Ouais. Et ça fonctionne surtout, voilà. C'est quoi les grands types de réparation que tu peux avoir sur les meubles, mis à part la peinture, du coup, ou de Ouais. restauration, pardon? La structure. La structure. Vraiment, je pense que ce qui est aujourd'hui le plus compliqué, c'est de récupérer une structure, tu vois, qui serait mangée par les vers, qui serait pris par l'humidité, enfin voilà, des choses, ou même tout simplement un meuble cassé. Tu sais, des fois, nous, on achète des meubles, ils sont cassés, ils ont un pied cassé, ils ont un truc. Alors, pareil, ça te paraît simple, mais quand il faut que tu démontes tout le meuble pour refaire un pied, bah, pareil, Mm. c'est une question de temps, c'est une question de technique aussi. Moi, tu sais, des fois, quand je sens que je suis limité techniquement, ben, je repars sur la même réponse que ce que je t'ai fait avant. J'essaye de trouver une solution. Et parfois, je me rends compte que soit je n'ai pas le matériel, soit je suis limité. Et à ce moment-là, je m'adresse à un ébéniste, à un menuisier ou à un Mhm. collègue à moi brocanteur qui sera mieux équipé ou qui a plus d'expérience. Donc, le plus dur, je pense que c'est vraiment la structure. Voilà, la Ok. structure, c'est quelque chose dont il faut être très, très vigilant parce que tu peux avoir un meuble qui est magnifique. Vraiment, ça m'est arrivé, moi, hein. Des meubles avec une patine folle, tu tombes amoureux du truc, tu te dis, waouh, ça, je l'imagine, tu vois. Et en fait, tu le prends avec ton diable pour le mettre dans ton camion. Et en fait, bah, tu te rends compte que le meuble, il est C'est pas pas stable, vraiment quoi. sain. Ouais, il est pas sain, quoi. Tu vois, tu l'as soulevé avec ton diable, boum, t'as cassé une planche, c'est plein de verre. Bah là, tu peux pas toujours te rendre compte de tout juste au moment où tu touches le meuble, au moment où tu le regardes. Et finalement, je pense que c'est vraiment ça. C'est aussi une question de patience, toujours pareil. Mais je pense que c'est un truc où tu dois te dire, bah, j'analyse vraiment tous les aspects de mon meuble. Et moi, dans Mm. mon métier, par exemple, tu vois, c'est très compliqué de pouvoir faire ça. C'est facile de faire ça quand je suis chez des particuliers. C'est très compliqué quand je suis dans des marchés de professionnels parce qu'en fait, soit aux enchères, je peux pas vraiment voir le meuble Ouais, comme tu peux je pas le le voir de souhaite. trop proche, Voilà, quelque chose pas comme ça. forcément. Mm. Et sur les marchés professionnels comme les brocantes, tu sais, les déballages marchands, les puces, tu vois, tout ça. Là, je t'explique, la plupart du temps, j'achète des meubles sans quasiment les avoir vus au réel. C'est-à-dire que tu vois, mon collègue, il ouvre son camion, je suis derrière. La plupart du temps, il fait nuit parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais dans ce métier, on a décidé qu'il fallait se lever tôt, alors qu'on pourrait commencer à 10 heures, ça serait la même chose. Mais nous, C'est on est vrai, un peu... Non, mais c'est vrai. vraiment, ça, on peut en reparler après, mais c'est un truc qui a aucun sens. Et donc, du coup, si tu veux, on se lève tôt. Donc, la plupart du temps, la plupart de l'année, on est avec notre lampe frontale, je vois une patine, je suis là, je me dis, oh là là, c'est super, ce meuble, je l'aime trop, mais il est encore dans le camion. Et je demande au gars, ouais, tu le vends combien? Il me dit un prix, je suis d'accord, je paye, tu sais pourquoi? Parce que si c'est pas moi qui l'achète, Oui, ce quelqu'un sera va l'acheter quelqu'un. derrière moi. Et finalement, je perds un meuble que j'aime juste pour une structure, alors qu'en fait, dans notre métier, on est dans l'instantané aussi, on doit acheter et on doit surtout se projeter. Et nous, tu sais, Mm. dans notre tête, il faut que cette projection et cet achat se fassent en quelques secondes. Et du coup, en fait, on mise sur un meuble, mais sans vraiment le connaître. Et après, bah, souvent, hein, je vais pas te mentir, t'achètes un truc, tu le descends du camion de ton collègue pour le mettre dans le tien. Et là, bah, t'as une surprise. Soit la porte, elle est tordue, soit à l'intérieur, l'étagère, elle est pas bonne. T'as Mm. toujours une surprise. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de mon métier. C'est-à-dire que, tu vois, à Tu sais l'inverse jamais ce de, qui va t'arriver, quoi. ouais, non, à l'inverse de quelqu'un qui bosse dans un truc très tradi, aujourd'hui, moi, je me lève le matin et je sais pas ce que je vais faire Mm. dans ma journée. Parce qu'en fait, j'ai toujours une surprise. Et c'est ça qui est merveilleux dans mon métier. C'est quelque chose où si t'es curieux, si t'aimes apprendre, et puis si t'es surtout pas routinier, ben t'as forcément un moment donné dans ta journée où tu vas prendre un plaisir tellement intense que même les petites contrariétés que tu as eues avant ou après, tu les oublies parce qu'en fait tu te dis j'ai passé une bonne journée. Trop bien. Trop, trop bien. J'ai quand même une question aussi. Est-ce que c'est peut-être à double tranchant, c'est à toi de me dire. Vas-y. Est-ce que ça coûte moins cher, aussi cher ou plus cher de chiner et de restaurer que d'acheter un meuble à équivalence, hein, de qualité bien sûr, neuf? Alors là, c'est effectivement une question un peu double.
Je vais t'expliquer un truc tout simple. Allez, on va prendre un exemple d'une table. Tu prends une table. Une table, par exemple, tu vas avoir plusieurs catégories. On va prendre une table de ferme, qui aujourd'hui est un indémodable, un indiscutable même de la décoration. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui traverse les époques. C'est comme ça. Prends une table de ferme. Tu prends une table de ferme, on va dire d'occasion, seconde main, qui va sortir de ma boutique. À ce moment-là, là, tu vas la payer un certain prix parce qu'elle est déjà restaurée, etc. Tu prends une table de ferme que tu vas acheter sur le Bon Coin. Eh ben, tu verras sur le Bon Coin, les gens sont hyper surpris quand je leur dis mais regardez sur le Bon Coin. Ils ont l'impression que tu vois que je suis nonchalant et que je m'en fous, mais pas du tout. Ce que je veux expliquer aux gens, c'est regarder le particulier comme il s'est adapté aussi à la demande. Aujourd'hui, on se rend compte que un meuble sur le Bon Coin, une table de ferme, elle va être aussi chère que chez moi, quasiment. Et parce que moi, j'ai tout simplement le réseau pour l'acheter moins cher. Donc si tu veux, aujourd'hui, je l'achète moins cher, je la retravaille et je la revends. Voilà, donc sur ça, c'est bon. Après, tu as les grands distributeurs. Une fois de plus, moi, je cite pas de marque parce que ça m'intéresse pas de cibler, tu vois, des gens, parce qu'ils font tous la même chose. Donc au final, c'est pas très grave. Mais ils vont imiter une table de ferme. Mais eux, ils vont te la vendre alors que eux-mêmes, ils ont utilisé une main-d'œuvre zéro, tu vois, des gars qu'on va exploiter à l'autre bout du monde, machin. Ils vont adapter un look à ce que nous, on recherche. Mais le coût de revient, il est très faible. Les marges, elles sont ultra importantes. Et au final, ils vendent plus cher que moi. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui ne peut pas se comparer. Parce qu'en fait, sur le même objet, tu n'auras jamais les mêmes prix. Si tu chines et que tu es patient, peut-être ta table de ferme, tu vas la trouver moins chère parce que tu vas être hyper malin, tu vas réussir à comprendre le système et du coup, tu vas aller chiner ta table de ferme sur le Bon Coin ou ailleurs, ou même juste dans une ferme à côté de chez toi en faisant du porte-à-porte. Enfin, tu sais, comme nous, on fait aussi, tu vois, faut pas se mentir. Donc là, tu vas pouvoir faire un super coup et après, comme je te disais, tu sors ta ponceuse, tu sors tout ça et là, tu bosses. Donc toi, tu as un investissement financier, un investissement matériel et un investissement en temps. Et à la fin, tu as ton résultat. Là, il n'y a pas de souci, à mon avis, c'est le meilleur deal que tu puisses faire. Maintenant, si tu cherches une table de ferme, par exemple, et que tu te dis, ah ouais, mais avec un brocanteur, elle va être vieille, ou tu vois, le bois, il est pas tout à fait lisse, etc. À ce moment-là, tu vas t'orienter vers un truc neuf qui va ressembler à de l'ancien. Mais tout ça en te disant que si tu avais patienté, tu aurais trouvé la table idéale. Donc au final, je sais pas trop. Par contre, tu vois ce que je viens de t'expliquer là, ça fonctionne plus avec par exemple le design où tu vas acheter maintenant, tu sais, tu as des grands designers qui ont été copiés, recopiés. Tu prends un fauteuil par exemple Le Corbusier, tu sais un fauteuil Le Corbusier par exemple, ça vaut mais des milliers et des milliers d'euros. Par contre, tu prends les mêmes sincèrement à quelque chose près, c'est quasiment le même. Il a été recopié par des sites italiens ou tu vois ou européens qui font du néo-design. Tu sais, en fait, c'est du design qu'ils reproduisent tout simplement. Et ben là, tu vas le payer quelques centaines d'euros. Donc c'est ou peut-être allez, tu vas le payer 1500, 2000 euros. Mais tu sais que la base c'est 7-8 000 et que là tu vas le payer par exemple 2000, 2005. Donc aujourd'hui t'as des gens qui en fait ne vont pas chercher l'authenticité de l'objet, mais vont aller chercher le look. Tout simplement parce qu'on est dans une situation sociétale qui est hyper préoccupante, c'est-à-dire que c'est ton image qui va contrôler qui tu es. C'est pas véritablement qui tu es à l'intérieur. C'est-à-dire que si demain tu vas inviter tes copines et ou tes potes ou ta famille, etc., et que tu as une maison, un intérieur qui est hyper beau, tu vois, très tendance, etc. La photo Pinterest. La photo Pinterest, voilà, je voulais pas citer, mais tu sais, non, la photo Pinterest. C'est ça, quoi. Tu deviens une personne, tu vois, c'est con, j'allais te le dire, mais tu deviens une personne instagrammable. Ouais. Alors qu'en fait, aujourd'hui, t'as des gens qui sont hyper authentiques. Tu vois, moi, j'ai des clients qui sont authentiques, mais incroyables, qui ont des pièces incroyables chez eux, mais qui sont pas instagrammables. Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'authenticité de l'objet, c'est l'histoire aussi. Tu sais, de posséder un objet. Alors là, on est dans la possession, c'est encore autre chose. Mais de posséder un objet d'un designer
tu sais, d'un céramiste. Enfin, tu vois, moi, j'adore la céramique. Quand tu imagines que tu as acheté une céramique et que tu te projettes, tu vois, tu vois la personne, tu l'imagines en train de la faire, en train de, ne serait-ce qu'en train d'y penser, de l'étudier. Tu te dis, bah, tu possèdes quand même un bout de notre histoire, tu vois. Par exemple, moi, ce qui me fait beaucoup de peine, enfin, beaucoup de peine, tu vois, je suis pas non plus en train de me rouler par terre, mais ce que je veux t'expliquer, c'est ce qui me touche, c'est de voir que, par exemple, on a du mobilier traditionnel de chez nous, français. C'est peut-être mon moment un peu bleu, blanc, rouge, mais je veux dire, on a du Made in France, vraiment, tu vois, à l'heure où on essaye de nous revendre du Made in France, on a des choses qui existent vraiment, du mobilier profond, tu vois, du classique, du mobilier de château, du mobilier du design français, de la céramique il y a une vraie française. histoire, de toute façon, en France, pour le coup. Et toutes les semaines, je vois ce mobilier, tous ces objets qui partent à l'étranger. Je me dis, mais c'est une folie, quoi. C'est une folie. L'export dans notre métier, c'est super, hein. Bien sûr que c'est un truc où tu gagnes ta vie. Il y a des brocanteurs qui font que de l'export, par exemple. Mais moi, je me dis quand même quelle tristesse de voir notre partir tout ça. Tu sais, c'est du patrimoine, quoi. Non, c'est du patrimoine. Ce que tu veux dire, je suis alignée. Voilà. Justement, peut-être pour un petit mot de la fin sur cette interview, comment tu vois un peu l'avenir de la brocante responsable? On en a parlé un tout petit peu au début. Tu disais que c'était en train de s'étendre. Comment tu le vois sur l'impact social, sociétal, industriel? Comment tu le perçois de ton propre point de vue, quoi? Ok, moi je pense clairement que la seconde main, ça va exploser. Ça va exploser. Parce que c'est obligé, c'est un non-sens de continuer à produire comme on produit. C'est un non-sens de continuer à consommer comme on consomme, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, la brocante, peut-être que sous la forme actuelle, elle va chuter, parce qu'en fait je sais pas comment t'expliquer, mais c'est encore un marché où il y a beaucoup d'anciens, et les anciens, tu sais, ils ont du mal, par exemple, avec ce que nous on fait sur Instagram, ils ont du mal, tu sais, eux, c'est des gens qui sont très techniques, c'est-à-dire qu'un meuble, ça doit être un meuble en chêne ou en noyer, c'est pas un meuble de métier avec des tiroirs, eux, c'est du très classique. Donc à mon avis, cette forme de brocante, c'est pas qu'elle va mourir, mais elle va tellement s'essouffler qu'elle va devenir anecdotique. Par contre, il faut bien réfléchir à ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on vend du meuble. Par exemple, moi, je vends du meuble de ferme, je vends du meuble de caractère, tu vois, je vends du meuble avec des couleurs, des patines, etc. Peut-être que ce mouvement-là, il va perdurer longtemps. Ça, j'en suis persuadé, parce que c'est de la qualité. Mais il y a aussi un truc qu'il faut pas négliger, c'est que nous, on sera les antiquités de demain. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que je discutais avec un marchand encore hier, tu vois, à Montpellier, et il me disait, finalement, l'antiquité de demain, ça sera des cartes Pokémon, des designers Ikea, ça sera tu vois, regarde dans le marché par exemple de la mode, t'as des Jordan, par exemple des chaussures Jordan, dans 50 ans, 60 ans, ça va valoir une fortune. Des maillots de foot, ça va valoir une fortune. En fait, on est en train, nous, sans le vouloir, de créer les antiquités de demain. Alors bien sûr que l'antiquité en elle-même, tu sais, la fameuse statue en pierre, des reliques religieuses, des choses comme ça, il y a pas de souci, ça va traverser le temps parce que c'est de la qualité. Mais par exemple, tu sais, un exemple très facile à se rappeler, tu prends un fauteuil Jarpen par exemple de chez Ikea. C'est designé par tu vois, des designers à l'époque de Ikea au tout début, où eux en fait n'avaient pas aucune valeur, mais tu vois, c'était des designers comme aujourd'hui ils ont dans les bureaux d'études, dans les trucs comme ça. Ces mecs-là se sont émancipés et sont devenus cotés. Donc finalement, tu as des fauteuils, tu vois, iconiques de chez Ikea ou de chez d'autres marques, il n'y a pas de souci. Ils arrivent à créer la rareté, Ils arrivent à créer une rareté. Et quand tu vois, même aujourd'hui, ils les ressortent en précommande, etc. Donc là, tu te dis, ils sont très très forts dans le marketing. Mais ça, il faut pas croire. C'est des choses qui sont des années 80. Donc tu vois, moi, je suis né en 83. Donc j'ai 40 ans. Si tu veux, je me considère pas comme étant une antiquité. Et finalement, si tu regardes bien dans mon métier,
tu peux avoir des choses qui prennent une valeur folle et qui sont pas super vieilles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la brocante, je pense qu'il va être dans une faculté d'adaptation qui va être très importante et il va falloir être malin pour déceler ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est-à-dire ne pas s'enfermer toujours dans le même mouvement et au niveau de la décoration, vraiment être hyper alerte sur ce qu'on essaye de nous vendre, tu vois, parce qu'aujourd'hui une table, par exemple, j'ai lu un magazine, la Elle, c'était Elle Décoration, ils ont sorti un hors-série avec 500 objets hyper tendance machin. Donc moi je m'en sers parce que c'est hyper intéressant dans mon métier de savoir ce qu'on essaye de nous vendre. Et tu vois, il y a choix de consommation. Ouais, voilà, c'est ça, on est toujours dans le même truc. Et en fait, il y a une année ou deux, tu vendais une table basse en carrelage, tu étais ringard, personne, mais tout le monde rigolait. Une table basse, par exemple, de Roger Capron, c'était destiné aux amateurs les plus aguerris, tu vois. Là, une table basse Roger Capron, ce qui me fait rire, c'est qu'en plus, la photo, c'est une qui vient de ma boutique, donc ça me fait rire parce qu'ils m'ont même pas demandé, donc j'ai regardé ça, j'ai halluciné. Et si tu veux, le truc, c'est que cette table basse Roger Capron, vendue aux enchères, devient un truc qu'on va nous, si tu veux, nous vulgariser. C'est-à-dire que là, je te garantis que les gens, ils ont acheté ça. Je suis sûr que le marché sur une table basse en carrelage, mais tu vas voir, là, on se refait un point dans 6 mois, tu verras sur Pinterest, ben voilà, sur le Bon Coin, les prix ils vont augmenter, tout va augmenter, et en fait, c'est assez drôle parce que la tendance, elle se crée dans les magazines, et les magazines, ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, la seconde main, c'était hyper important, et qu'en fait, t'as des brocanteurs qui deviennent des images de cette tendance. Tu vois, regarde Affaires conclues, par exemple, à la télé. Oui, c'est sûr. Il y a 5 ans, si on t'avait dit ça, tu aurais jamais cru. Tu te disais, ah, mais c'est pas possible. Regarde les émissions sur les enchères, où tu vois les Américains qui se bagarrent pour acheter un conteneur fermé. Tu te dis, c'est fou. Et aujourd'hui, ça donne une image de notre métier. Et ça donne surtout une tendance de ce qui va arriver dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, pour répondre de manière factuelle à ta question, je pense que la brocante, elle a de beaux jours devant elle. J'avais lu une étude qui disait qu'en 2050, on aurait dépassé le marché du neuf en mobilier. Eh ben, on verra bien. On verra bien. Croisons les doigts. Exactement. Trop bien. Merci pour cette réponse hyper complète. Je pense qu'on a fait un bon tour autour du sujet de la brocante responsable. Je te propose, si tu veux, de passer à la phase action. On y va. T'es prêt ? Action. On y va. Action. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Oberkaï. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Oberkaï-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Alors, nos auditeurs, ils ont un projet d'aménagement d'éco-responsable. Ils veulent chiner, ils veulent s'y mettre. Qu'est-ce que tu leur conseilles d'hyper concret ? Une première question à se poser, un conseil hyper concret à leur donner quand tu veux commencer à chiner. Bah déjà de se renseigner sur la tendance qu'ils aiment, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu aimes plutôt du mobilier rustique, est-ce que tu aimes du mobilier industriel, est-ce que tu aimes du mobilier design, est-ce que tu aimes le vintage, est-ce que tu aimes les couleurs. Bref, si tu brainstormes un petit peu dans ta tête, tu arrives à sortir des tendances qui sont aujourd'hui, on va dire, importantes pour toi. Par contre, attention, il y a aussi une erreur qui est souvent faite, c'est de partir seulement dans une direction. C'est-à-dire que si tu aimes le vintage et que tu fais toute ta maison en vintage, et ben demain bon courage parce que tu vas avoir un intérieur qui va être hyper uniforme, etc. Alors ok, ça peut être très pop avec des couleurs, avec tout, mais quand même tu risques d'avoir une lassitude au bout d'un moment, je pense, qui va s'installer. Je pense que la vérité dans la décoration, elle est dans le mélange des genres.
tu vois. D'ailleurs, t'as des comptes Insta qui sont fabuleux, et les gars mélangent des genres, du brutalisme, en passant par le vintage, en passant par un meuble patiné, en passant par une relique religieuse, un tableau, enfin, ça part dans tous les sens, mais au final, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant au niveau de la déco. Maintenant, si je devais donner un conseil, c'est aussi, purée, j'ai l'impression de me répéter, mais d'être patient. C'est-à-dire que détermine ton besoin, détermine les objets dont tu as besoin. En face des objets, fais une étude de marché, tu vois. Ne fonctionne pas qu'à l'affect, parce qu'à l'affect, tu peux prendre des décisions qui sont vraiment pas bonnes, mais irrationnelles totales. Donc, et puis surtout, prends le temps une fois que tu as fait ton étude de produit, une fois que tu as fait un peu ton étude de marché, alors bien sûr, ça sert à rien de faire un tableau Excel, mais tu te rends vite compte aujourd'hui avec les moyens qu'on a, est-ce qu'une table, ça coûte 800 €? Est-ce que ça te coûte 2000? Pourquoi le sapin coûte moins cher que le chêne? Enfin, tu vois, je garde un fil conducteur dans notre discussion, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Voilà, bref, fais ton étude. Une fois que tu as fait ça, passe à l'action en fait. Découvre des brocanteurs, découvre, même si c'est pas à côté de chez toi, parce que tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je vends énormément à des gens qui sont dans toute la France, dans toute l'Europe, et en fait, on a un système de livraison à prix coûtant. Donc, tu vois, nous, la livraison, on veut pas que ce soit un surcoût pour le client. Donc, si tu veux, il faut vraiment prendre le temps d'explorer le marché. Et quand tu as trouvé l'objet, la plus grosse erreur que tout le monde fait, c'est de penser qu'un brocanteur, c'est un mec qui voit jamais personne. Tu vois? C'est-à-dire que ça, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, il faut savoir que la durée de vie d'un meuble sur Instagram, par exemple, c'est moins d'une demi-heure, tu vois. Donc, quand tu as trouvé l'objet, admettons que tu veuilles t'acheter un buffet en sapin ou un buffet parisien, j'en sais rien, tu t'achètes, tu vois l'objet, il te plaît, le prix correspond, arrête-toi là. Arrête-toi là. Ça sert à rien de te poser 3000 questions en plus, parce que finalement, tu trouveras peut-être à 10, 15, 20 € moins cher ailleurs, mais le brocanteur ou le gars qui essaye de te le vendre, il est pas fou. Il a déjà fait lui aussi l'étude de marché, tu vois. Et alors bien sûr, t'as des non-sens, t'as des villes où les prix sont exorbitants parce que soi-disant c'est une capitale de la brocante, c'est hyper hype. Et aussi parce que tu as une clientèle étrangère qui vient et qui a un pouvoir d'achat qui est bien plus important. Mais là, on parle d'une niche. Si on parle vraiment, là, aujourd'hui, ta question, je pense qu'elle prend la plupart des gens. La plupart des gens vont pouvoir trouver ce qu'ils cherchent, soit autour de chez eux, soit un peu plus loin. Et s'ils trouvent un peu plus loin, ne pas hésiter à demander des photos complémentaires, des vidéos, etc. Et surtout, si ça te plaît, fonce, parce qu'il n'y a pas le temps derrière de réfléchir, parce que si toi tu réfléchis, l'autre de derrière il réfléchit pas, et malheureusement, on en revient à ce que je te disais au tout début, on est dans un système d'instantané, donc à partir du moment où le meuble il te plaît, il faut aller vite. Voilà. Ouais. Ok, hyper clair, merci. Pour toi, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton bercail idéal? Mon bercail idéal? Ouais. Tu vois, c'est une question qui me donne de l'émotion, parce que mon bercail idéal, c'est d'être avec mes enfants, avec ma famille, et la déco et tout, c'est hyper important pour que tu te sentes bien chez toi. Mais finalement, c'est pas vraiment important pour que tu te sentes bien chez toi. Pour que tu te sentes bien chez toi, moi, mon bercail, il est dans les émotions. Tu vois? Il est pas dans la possession. Et je connais des gens qui ont 100 fois moins que moi, ou tu vois, et qui vivent dans un amour profond. Pour moi, mon bercail idéal, il est dans le ressenti, dans l'amour, et juste de me lever le matin, avoir un câlin de mes enfants. Je vais te dire, même si j'ai pas un vase Jean Marais et un tableau de Picasso, c'est pas ça le plus important, ouais. Ça m'anime pas. Par contre, si tu me demandes en termes de déco, mon bercail idéal, il est dans une grande mixité des genres. C'est exactement comme ça que c'est chez moi. J'ai des pièces de designer, j'ai des matières, tu vois, j'ai de la pierre derrière moi. Ce qui m'anime, c'est les matières. C'est vraiment les matières, c'est le travail, c'est de sentir qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Tu prends un mur en pierre, il s'est passé quelque chose. Le mur en pierre, on n'a pas été l'acheter à Bricomarché et on l'a mis contre le mur, tu vois.
Le mur en Il y a pierre, des gens qui l'ont fait. il a été façonné. Et ce qui m'anime, c'est de savoir que une poterie, un élément de déco, tu sais, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup dans la déco. Tu peux être... Alors moi, en plus, j'ai un amour profond pour le brutalisme et le minimalisme, qui sont deux courants qui sont, enfin, hyper... tu vois qu'avec un tronc d'arbre et 4 bouts de branches, ils ont fait des bancs ou des assises qui sont juste folles, et qui traversent le temps. Tu te dis, c'est merveilleux. Donc aujourd'hui, moi, chez moi, j'ai une déco qui est assez minimaliste. Et je trouve que c'est aussi une façon de rendre hommage à l'objet que tu veux mettre chez toi, que de ne pas le noyer dans une masse. Et c'est aussi une façon d'être aussi dans la dépossession pour moi. C'est-à-dire que avoir énormément en matériel, c'est pas quelque chose qui m'anime énormément. Par contre, ce qui m'anime, je te dis, c'est les moments, les ressentis, les sourires. Ah ouais, les émotions. Moi, de toute façon, je suis grave là-dedans. C'est Et ce si qui t'avais m'intéresse un le mot, plus. du coup, si t'avais un mot pour le définir, ton bercail, ce serait quoi? Si tu devais choisir. Bienveillant. Ok, c'est noté. Est-ce que tu aurais des ressources pour se renseigner sur le sujet que tu voudrais partager? Alors, ça peut être très large, hein, ça peut être des personnes, des chaînes, des newsletters, des Ouais. podcasts, ce que tu veux. Des livres. Alors aujourd'hui, je pense que la meilleure ressource que tu puisses avoir pour te renseigner sur la brocante, la vraie brocante, la vraie brocante, il y a des magazines qui existent. La presse écrite, c'est pas encore mort. Donc tu as aujourd'hui Brocante Antiquité Magazine, qui est pour moi la base. Tu as derrière Aladdin, qui est un magazine de décoration brocante. Et après, tu as des magazines comme, tu sais, Marie-Claire, Elle Décoration, AD Magazine, il y en a des tonnes. Donc là, c'est vrai que là-dedans, tu peux puiser de l'inspiration qui est très importante. Je favorise toujours le papier parce que je sais à quel point ces gens derrière sont hyper impliqués. Ce sont des personnes qui vont être, qui sont dévouées. Le journal papier, c'est vraiment pas là où tu fais fortune. Enfin, voilà quoi. Donc il faut bien aussi aider ce vecteur-là. Et pour moi, derrière, t'as malheureusement les réseaux. Malheureusement ou pas, parce que c'est de ça dont je vis, donc c'est compliqué aussi. C'est un peu ambivalent cette question Paradoxe. pour moi, parce que c'est un paradoxe fou, mais bon voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je pense que t'as vraiment sur les réseaux, t'as de quoi trouver en termes d'inspiration, de technique, de même juste des choses à acheter. Tu peux trouver, des tonnes de choses qui vont faire que ton projet il va être hyper abouti et que tu vas avoir une connaissance suffisante pour pouvoir te lancer. Voilà. Après, bien sûr, t'as YouTube où là, c'est une médiathèque incroyable. On sait même t'as pas. Un compte à nous partager que t'aimes bien ou qui te plaît? La brocante sur les réseaux, ouais. il y a t'as le mien. Bien sûr, celui-là, évidemment. Non mais voilà. Non mais c'est une boutade. Après j'en ai des tonnes. Je veux dire, tu vois, si tu cherches quelqu'un pour restaurer des meubles, franchement, je pourrais t'en dire, mais moi il y a un compte que j'aime beaucoup, mais c'est un espagnol. Ça s'appelle La Rue Vintage 74. C'est juste incroyable. Tu as des Américains aussi qui sont très forts, qui s'appellent Elsie Green ou des choses comme ça. Tu as des Français, moi il y a des gens que j'admire. T'as Clotilde Delaria, tu vois, qui est une brocanteuse, qui fait de l'architecture d'intérieur. C'est quelqu'un qui est qui est incroyable dans la technique pure, tu vois, qui restaure des meubles, tu vois, on en parlait tout à l'heure quand on se disait des gens qui peuvent repeindre tes meubles, créer une patine et tout, de loin, pour moi la meilleure que j'ai rencontrée. Peut-être qu'il y en a des meilleures, mais de manière factuelle, c'est Patine et Tournevis. Okay. Voilà, ça c'est sûr que là c'est un niveau je pense qui est très intéressant et qui est au-dessus. Derrière ça, des gens qui ont beaucoup de goût, il y en a plein. Un dernier qui ont beaucoup de goût, Marine Bigatin. Voilà. Ok, trop bien. C'est en plus c'est une copine à moi, c'est une chouette personne et elle est au Puce du Canal à Lyon et pareil, chaque scène est féerique, c'est au-dessus du lot.
Trop bien. Merci Ulrich, merci pour ces De rien. partages. Évidemment, du coup, toi aussi, on te retrouve sur Instagram, hein, bien sûr, il y a Ouais, ton compte. Est-ce qu'il bien y a sûr. d'autres endroits où on peut te retrouver, où c'est principalement ton canal pour te Non, contacter ou voir ce que c'est tu fais? sincèrement, c'est tout est relié, tu sais, Instagram, Facebook, voilà, Pinterest. Sincèrement, je vais pas te mentir, je sais pas faire. Donc, c'est pas Donc on vraiment reste quelque sur chose Insta. qui, voilà, qui m'anime. Non, Instagram, c'est vraiment un vecteur où je suis assez actif. J'essaye de partager aussi mon quotidien. C'est pas simplement de la vente, c'est pour que les personnes qui me suivent soient impliquées, se rendent compte que je suis dans une démarche de transparence, tu vois. C'est pas vraiment quelque chose qui être connu, c'est enfin tu vois, c'est pas quelque chose qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est de vulgariser mon métier tout en gardant quand même une partie un peu mystérieuse et magique, parce que sinon on perd tout tout l'essence de mon boulot. Tu vois, là, je viens Mm. de rentrer, j'ai fait plus de 1000 kilomètres en 2 jours. C'est J'ai l'âme de trouvé la des brocante pièces aussi. incroyables. Mm. C'est Mm. ça, l'âme de la brocante, c'est de la base, hein, les antiquaires, ils achetaient des choses, ils les revendaient tu vois, même déjà dans l'Empire romain, c'est comme ça que ça se passait, et ils faisaient des centaines de kilomètres, et Dieu sait qu'à l'époque, ça devait être plus compliqué que nous, et C'est clair. tu vois, et les gars, ils allaient acheter des choses dans le sud de l'Italie, ils les remontaient, ils les revendaient, ils achetaient de la soie à Lyon, ils partaient l'exporter. Enfin, tu vois, c'est vraiment des choses et chaque fois quand je fais mon métier, sincèrement, je te promets, c'est pas juste pour communiquer. Chaque fois que je fais mon métier, j'y pense. Je me dis, en fait, ce qui est cool, c'est que comme un boulanger, comme tu vois, un métier, un tailleur de pierre, je fais un métier qui existe depuis l'Antiquité. Mm. Et en fait, je me dis que enfin, c'est incroyable. En plus, par rapport à mon parcours perso, tu vois, j'étais pas du tout destiné à ça. Et aujourd'hui, c'est incroyable de me dire que mon métier, il a été fait au moment de l'Empire romain. Et je me dis, ok, Et ben, c'est c'est vraiment cool, quoi. Et c'est chouette à se dire. En tout Mhm. cas, merci beaucoup pour ce partage. On sent qu'il y a de l'émotion, c'est vraiment le mot Ouais, dans tout ça. Et merci pour toutes ces informations. Ça fait un très bel épisode et je suis merci. sûre que tout le monde sera très content. Donc merci à toi de ce passage sur Oberkaï. Merci beaucoup, Caroline, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont écouté. Et puis, ben, à bientôt peut-être. À bientôt et à bientôt dans vos bercailles. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons Oberkaï ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton bercail.